Bienvenue à toutes et à tous pour ce comptoir Octo. Alors, un comptoir un petit peu particulier aujourd'hui puisque c'est un comptoir pour lequel on a envie de partager avec vous une petite innovation qu'on a mis en place avec notre partenaire Click. Et donc ce comptoir aujourd'hui s'intitule Click and Ops, comment accélérer la business intelligence et la visualisation de données avec le DevOps. Et alors, on a mentionné que ce comptoir est un premier épisode sur le thème du DataOps, dont on va parler un petit peu plus en détail juste après. Et il y aura d'autres épisodes qui vont suivre dans les prochains mois. Je me présente, Pierre-Yves. Moi, je suis Pierre-Yves Lesage, partenaire chez Octo Technologies, responsable des compétences data et IA sur les solutions packagées. Et nous avons avec nous donc Johan Blois de Click. Johan, est-ce que tu veux te présenter brièvement? Je suis là. Bonjour à tous. Je lève la main comme ça, les gens peuvent me voir. Oui, donc je suis solution architect dans les équipes avant-vente Click France et je suis ravi d'être là aujourd'hui pour accompagner Octo pour ce comptoir. Merci, Johan. Nous avons également Laurent, notre expert Visex. Bonjour, Laurent, je suis un peu petit sur la caméra. Donc, je travaille sur les sujets DataVis chez Octo et notamment sur la solution Click. Et puis Simon, qui est notre expert DevOps. Bonjour à tous, donc Simon Devino et moi je suis plutôt DevOps côté Octo Technologies, donc je m'occupe des infrastructures et de l'automatisation des déploiements. Alors une petite introduction, comme je le disais juste avant, on a voulu élargir le thème sur le DataOps, qui répond à certains des enjeux qu'ont les entreprises aujourd'hui lorsqu'elles veulent faire usage de la donnée. Depuis la création des Decision Support Systems, donc les premières solutions de BI, il y a des douleurs que les entreprises qui veulent utiliser la donnée rencontrent, et notamment trois principales qui sont difficulté à avoir des équipes qui collaborent efficacement, et notamment c'est jamais très facile entre les équipes métiers, les équipes informatiques et puis les équipes BI analytiques. Il y a des données qui ne sont pas forcément gérées de manière très, très cohérente et cette collaboration n'est pas forcément très efficace. Deuxième douleur qui existe depuis longtemps, c'est aussi la difficulté à mettre rapidement des nouveaux contenus en production et des contenus qualitatifs. Et puis une troisième douleur qui est le retour sur investissement n'est pas toujours à la hauteur de ce qui est espéré au départ. Et notamment la valeur qui est délivrée à la fois pour les clients internes et les clients externes, ne se retrouve pas forcément à cause de problèmes peut-être de solutions, mais aussi de problèmes d'adoption, de problèmes de qualité. Et donc, il y a un concept qui est émergent qui s'appelle le DataOps, qui contribue à résoudre certains de ces défis. On le voit apparaître au niveau du Hype Cycle Gartner, qui repère un peu les nouvelles tendances, et on le voit ici à droite sur le schéma. C'est une tendance qui est en train de monter. Et ce n'est pas forcément quelque chose de très nouveau, puisque ça n'introduit pas de nouveaux concepts, mais par contre, ça s'inspire des meilleures pratiques de développement logiciel et de gestion de projet, et tout en les appliquant à la gestion des données. Et ça permet d'accélérer la création de produits et de services autour de la donnée, et puis de réduire aussi certaines des inefficacités dont on a parlé avant au sein des organisations data. Alors, une définition du DataOps, le DataOps, c'est donc une combinaison d'approches collaboratives qui permet d'automatiser efficacement les pipelines de données et qui améliore la qualité et réduit les délais. Et c'est un mélange de pratiques qui s'appuie sur trois piliers, l'agile, que j'imagine vous connaissez tous, le DevOps, dont on va parler plus précisément lors de cette session, et puis Lean Manufacturing, qui est une pratique issue de l'industrie automobile inventée par Toyota et qui permet aussi de mieux gérer la qualité, de réduire les gâchis et puis aussi de faire en sorte que les équipes collaborent mieux.
Et donc, effectivement, autour de la culture DevOps, on a des grands principes. Donc là, on en a cité 9. Au cours de la démo, on va principalement se focaliser sur les 5 principes de gauche. Donc, pour tous vous les évoquer rapidement, un des principes principaux, c'est le version control, c'est-à-dire qu'on va utiliser le contrôle version sur l'ensemble de notre code applicatif, de notre code d'infrastructure, de notre configuration, de nos scripts, pour avoir une version estampillée sur chaque modification et être capable de revenir en arrière si on a introduit un bug. Quand on utilise le version control, il y a plusieurs façons de le faire. Le DevOps privilégie le trunk-based development, c'est-à-dire qu'on va utiliser une branche principale sur laquelle on va tous travailler avec des petites fonctionnalités de courte durée, plutôt que ce qui se faisait beaucoup avant, travailler sur des fonctionnalités très très longues où tout le monde versionnait dans une longue fonctionnalité et ça pouvait introduire beaucoup de régression. Une fois qu'on a versionné un code, un des principes, c'est de l'intégrer régulièrement, c'est-à-dire qu'on va avoir un pipeline, un process automatisé qui va prendre le code et lui faire passer une batterie de tests pour vérifier que ce code est valide selon des conventions qu'on s'est données. Des tests automatisés, des conventions de nommage, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration continue. Pour aller un peu plus loin que l'intégration continue, on a le deployment automation, donc le déploiement automatique, où si le code est intégré et fonctionnel selon nos conventions, on va pouvoir le déployer automatiquement sur différents environnements, des environnements de recettes, puis pourquoi pas des environnements de production. Donc, deployment automation. Le test automation, c'est justement, comme on disait dans l'intégration continue, si on veut valider que notre applicatif est valide, il va falloir avoir une batterie de tests automatique. On va éviter de plus en plus de recourir à des personnes pour faire des tests manuels parce qu'on va limiter, voilà, le temps de déploiement en automatisant tout et en évitant les erreurs humaines. Donc, dans le DataOps, dans le DevOps en général, mais dans le DataOps plus particulièrement, il va falloir travailler sur beaucoup de données. Et quand on va vouloir faire nos tests automatisés, il va falloir que ces données soient de qualité, qu'elles soient représentatives de la production, éventuellement anonymisées, etc. Donc, on va avoir de forts enjeux de management de la donnée et beaucoup d'automatisation autour de la donnée. Ce qu'on qualifie maintenant de DevSecOps, on dit DevOps maintenant, un des nouveaux noms, c'est aussi le DevSecOps, c'est qu'on va introduire de la sécurité, et la sécurité dès le poste de développement. Donc, on va apporter la sécurité, Shiplet on Security, vers la gauche, c'est-à-dire au début du process. On va faire en sorte que notre applicatif soit sécurisé, le code soit sécurisé. On ne va plus se contenter que l'infrastructure soit sécurisée de façon périmétrique, mais vraiment avoir la sécurité au plus proche du développement. Un des autres principes, c'est d'avoir une architecture peu couplée, donc avec peu de dépendances, avec des dépendances faibles, parce qu'on va vouloir travailler en autonomie, on va vouloir déployer notre applicatif seul, avec notre cycle de vie. Ça va demander beaucoup d'intégration avec les autres équipes, parce qu'il va falloir vérifier qu'on est compatible, mais au moins on va être beaucoup plus autonome qu'avoir une énorme application où on est une centaine de personnes à travailler dessus, et là il y a beaucoup plus de coordination. Et enfin, avant tout, le DevOps, c'est une culture, donc le but, c'est de responsabiliser les équipes, de leur donner encore plus d'autonomie et de les rendre autonomes. Et donc, du coup, que ce soit dans leur choix de leurs outils, dans leur choix d'architecture, dans les conventions de nommage, la qualité des applicatifs, on va faire en sorte de responsabiliser les équipes parce que c'est elles qui vont déployer en production. Donc, c'est elles qui seront responsables de l'applicatif du poste de développement jusqu'à la production. Donc, on va beaucoup parler, lors de la démo, on va faire beaucoup d'intégration continue et de déploiement continu. Juste un bref rappel sur les différents termes. Donc, le Continuous Integration, c'est vraiment intégrer régulièrement son code, l'ensemble des fonctionnalités de tous les développeurs qui travaillent en parallèle et vérifier que tous ces codes réunis dans un même endroit fonctionnent correctement. On ne va pas encore le déployer, on va juste faire passer une batterie de tests et ce qu'on appelle l'inter pour vérifier que le code correspond
à des conventions de dommage. Donc là, c'est le continuous integration. Le continuous delivery, ça va un poil plus loin, c'est-à-dire que ça va déployer ce code validé et testé dans un environnement de recettes, où potentiellement, là, on va avoir des étapes manuelles de personnes qui vont recetter d'un point de vue fonctionnel que l'applicatif correspond aux besoins métiers. Et l'étape ultime, c'est le continuous deployment, c'est-à-dire qu'on va avoir aucune intervention manuelle et on va être capable de déployer automatiquement jusqu'en production nos nouvelles fonctionnalités, notre nouveau produit. Alors, les bénéfices du DevOps, mais plus particulièrement celui de la CI/CD, et on s'en est rendu compte notamment au cours d'études poussées comme Accelerate, que plus on va mettre à disposition notre code rapidement, plus on va mettre à disposition notre code rapidement, on va réduire notre time to market et surtout, on va être capable d'avoir un retour client beaucoup plus rapide. Et surtout, ces déploiements vont être beaucoup moins douloureux parce qu'on introduit très peu de changements. Donc, si jamais un de ces changements casse, malheureusement, on saura plus rapidement cibler quelle est la cause de cet incident. Et donc, du coup, on sera capable de la réparer plus rapidement et de déployer le correctif beaucoup plus rapidement. Donc, comme on le voit sur ce graphique, plus on déploie fréquemment avec des petits changements, plus on va être capable de réparer ou de mettre à disposition de nouvelles fonctionnalités. Alors, là, si on rentre un peu plus dans le concret vraiment de comment s'est déroulé notre POC, donc, évidemment, c'était un POC, donc on était 3 personnes dessus. Et donc là, on représente, il faut un peu s'imaginer l'organisation qu'il y a eu autour de ce POC, mais plus généralement l'organisation qu'il y a autour d'une squad de Data Ops. Donc, on va retrouver le Data Geek qui est responsable de mettre en place le paramétrage de l'application, de développer les nouvelles fonctionnalités, de développer les tests pour tester ces nouvelles fonctionnalités et de s'interfacer avec Qlik. Donc, vraiment, c'est lui qui va développer les fonctionnalités métiers. Le profil plutôt DevOps, lui, va être chargé, son client, il va avoir 2 clients, le Data Geek, donc il va être chargé de mettre à disposition l'ensemble des processus automatisés pour valider l'applicatif. Il va être chargé de provisionner l'infrastructure pour héberger Qlik. Mais donc son premier client, c'est vraiment le Data Geek, automatiser tout ce que le Data Geek pourrait faire à la main. Et son deuxième client, ça va être le client. Il va développer une infrastructure qui correspond au niveau de service souhaité par le client, du 24/24, 7 jours sur 7, avec très peu d'interruptions de service. Et enfin, pour coordonner tout ça et pour vérifier que les fonctionnalités qui partent en production sont les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur au métier, on va voir le product owner. Donc, dans ce cas-là, c'était Jérôme, qu'on n'a pas présenté encore, mais peut-être qui... Bonjour à tous, Jérôme Lambert, je co-lead la tribu Visax dans laquelle Laurent est, et donc j'ai un petit peu contribué sur ce projet. Donc voilà, Jérôme nous aidait à prioriser les fonctionnalités, savoir ce qui, dans le cadre de notre POC, était le plus prioritaire à développer. Et de temps en temps, faisait des tests de validation pour vérifier que ce qu'on faisait correspondait à ce qu'il demandait. Voilà. Rapidement, les outils qu'on a utilisés pendant ce POC. Donc, sur le poste de développement, on a principalement travaillé avec Node.js pour nos scripting et pour nos outils de tests automatisés. On a utilisé Postman pour développer nos tests de non-régression. On expliquera tout à l'heure ce qu'est un test de non-régression. Et ensuite, l'orchestrateur GitLab, qui est un orchestrateur de continuous integration. On l'a utilisé en mode SaaS, donc sur le web, pour déclencher nos pipelines automatisés et déployer sur l'infrastructure AWS qui hébergeait ClickSense. Voilà. Donc là, on va vraiment rentrer un peu dans le processus de déploiement. Donc là, on est sur le travail collaboratif. C'est le processus qu'on va démontrer pendant la démo tout à l'heure. Donc, on est sur une branche master, donc un applicatif qui existe déjà, et on a besoin de créer en parallèle 2 fonctionnalités, une qui est un peu plus prioritaire que l'autre, mais il faut commencer les développements au même moment. 2 développeurs différents qui vont développer deux fonctionnalités, et le but est
à la fin de fusionner ces deux développements sur la branche et récupérer les développements des uns et des autres dans la même application. Par contre, sur la démo. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon pour moi. Donc là, du coup, on va lancer chacun, Simon et moi, nous allons lancer tous les deux la création d'une fonctionnalité. Donc là, c'est par convention, donc tel qu'on s'est mis d'accord au début du projet, on va leur donner un nom, avec par exemple le nom de la Jira qui a été demandé, avec un peu parlant. Donc là, ma feature à moi, c'est d'ajouter à l'application qui gère le référentiel client, le nombre d'emails actifs et pas seulement avoir juste le nombre d'emails. Et moi, dans mon cas, donc on a un tableau avec plusieurs colonnes, dont 2 colonnes qui sont le prénom et le nom. Et moi, mon objectif, c'est de rajouter une colonne qui est full name, qui est la concaténation du prénom et du nom. Donc là, ce qu'on lance, c'est une petite macro qui lui permet de lancer toute une série de commandes à la fois sur le Git et sur d'autres outils. Et l'objectif de ces commandes-là, c'est de créer pour chacun de nous une espèce de sandbox sur l'environnement de dev avec une copie de l'application, les QVS qui vont bien, les QVS du projet, les QVS des applications qui vont bien, et les data sources. Donc là, on voit l'écran en dessous, je ne sais pas si vous voyez. Donc les opérations qu'on a faites ici vont déclencher sur GitLab la création de pipeline. Donc là je ne sais pas si tu peux agrandir en même temps. Donc effectivement, là on est sur l'interface GitLab, donc GitLab CI pour être précis, et donc on voit qu'on a deux qu'on appelle pipeline, donc 2 processus automatisés qui ont été lancés, un qui est en cours de running, c'est celui de Laurent, et le mien qui est juste au-dessus en attente. Et donc ces processus automatisés, comme on le disait, ont pour objectif de valider que nos applications sont fonctionnelles, de créer nos sandbox. Je vais laisser Laurent détailler exactement ce qu'il fait. Donc, lorsqu'on initialise une fonctionnalité, ce qui va se lancer ici, c'est d'importer sur le serveur de dev les data sources, publier les QVS dans un espace dédié à la fonctionnalité, de désérialiser le source code. Donc là, en fait, la particularité du projet, c'est qu'on transforme les QVS en fichiers JSON, en un ensemble de fichiers JSON, et cela, on va les sauvegarder dans le Git. La désérialisation permet de transformer l'état actuel de l'application en forme de JSON sur le serveur, et ensuite de recharger l'application avec les données de tests qui sont présentes sur le serveur. Et ensuite, va passer une batterie de tests de non-régression. Donc, c'est toute une série de tests qui va s'assurer, lorsqu'on développe une nouvelle fonctionnalité, qu'on ne casse pas les fonctionnalités précédentes. Et là, on lance au moment de la création pour vérifier que tout s'est bien passé, que l'application s'est bien chargée et qu'il n'y a pas eu de corruption, il n'y a pas eu de problème dans les étapes précédentes. Peut-être qu'on peut aller voir justement la création de ces applications sandbox. Donc ici, c'était mon espace personnel avant. Ici, si je rafraîchis, on va rafraîchir. Ici, normalement, je vais avoir mes nouvelles applications qui sont liées à ma fonctionnalité Jira qui ont été créées. Donc là, on est sur un projet simple, 2 applications ClickView, ClickSense, une qui va générer des QVD, qui va se connecter aux sources et qui génère des QVD, et une application qui va consommer des QVD pour les présenter. Donc là, je vais rentrer dans l'application pour faire mes modifications. Donc là, je vais ici. Hop. Je vais rentrer sur la bonne. Je vais rajouter ici. Là, je vais faire une modification souhaitée. Je vais mettre un. Et hop là.
Une nouvelle objet qui est créé. Et là, je vais soumettre mes changements avec un message en disant bah, voilà, je vais répéter ma Jira. Ce que ça va faire ici, cette pipeline, cette modification, ça va récupérer depuis le serveur. Donc là, on voit tout le process, ça va retransformer l'application en JSON, le soumettre sur le repo, déclencher une batterie de test. Et là, on voit dans l'écran en dessous que Simon a fait de même, que ces tests sont en train de tourner. Donc là, j'ai ma pipeline qui va arriver pour ma modification. Donc là, je vais attendre que celle de Simon soit terminée. Et là, on va pouvoir voir un peu, donc on va voir nos applications qui seront prêtes à être fusionnées éventuellement sur la branche principale si tout se passe bien. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit que moi, la dernière étape a échoué. Donc, de quelle étape s'agit-il? Il s'agit des tests de non-régression. Effectivement, mes tests ont échoué. Donc, si on regarde le détail des tests, donc, les messages sont potentiellement améliorés, mais on voit qu'on espérait avoir 37 champs et en fait, on en a 38. Effectivement, j'ai rajouté une colonne, mais j'ai oublié de mettre à jour mon test pour valider que j'avais bien 38 colonnes et pas 37. Normalement, c'est quelque chose qu'on est censé faire avant de mettre à disposition notre code. J'ai oublié de le faire et le pipeline automatisé me le rappelle. Donc, ce que je vais faire... oui, je vais prendre la main. Hop, alors. Donc là, j'ai un outil, c'est bon, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc j'ai un outil Postman qui permet, globalement Postman sert à envoyer des requêtes HTTP à un serveur et d'avoir un ensemble de réponses vis-à-vis de ce serveur. Et ce qu'on peut faire, c'est effectuer des tests sur est-ce que la réponse est conforme à ce qu'on attendait ou pas. Donc là, nous, on va envoyer un ensemble de tests. Donc là, on voit par exemple justement que le nombre de champs évalués doit être égal, donc était égal à 37. Là, je l'ai modifié pour être égal à 38. Et donc là, ce que je vais faire, juste, hop, je vais vous montrer en live que mes tests ont bien échoué, que j'avais oublié de les modifier. Donc, désolé pour ça, je dois récupérer un petit ID technique. Hop, j'arrive. Voilà. Hop. Alors, c'est le direct. Je rafraîchis. Pourquoi je ne vois pas ma... Sinon, je peux te le passer. Si tu l'as éventuellement. Hop. C'est bon, je l'ai. Hop. Petit problème de rafraîchissement. Donc, j'ai juste besoin d'un ID technique pour lui dire quelle application côté serveur clic je souhaite contacter. Donc, je vais lui renseigner l'application en question. Hop, je sauvegarde. Et donc là, je vais effectuer ma batterie de test en envoyant une requête à cette application. Et là, effectivement, je confirme que la pipeline m'avait dit il faut que le nombre de colonnes soit égal à 37. Or, j'en ai 38. J'avais bien oublié de mettre à jour mon test. Donc là, je vais le faire. Je vais mettre à jour mon test en local. Et cette fois, je vais vraiment valider que ce que j'ai fait fonctionne. Donc, je vais renvoyer ma requête. Et là, je vois effectivement en dessous que l'ensemble des tests passent et que j'ai bien le nombre de champs qui est égal à ce que j'espérais, c'est-à-dire 38. Donc là,
On a encore une petite étape manuelle qu'on souhaite automatiser plus tard, mais je vais mettre à disposition ces tests sur le repository Git. Donc voilà, je les ai enregistrés et je vais les mettre à disposition en donnant un message explicite pour bien expliciter pourquoi j'ai fait cette modification. Donc là, je vais corriger les tests liés à l'ajout de colonnes. Et le fait de pusher, de me mettre à disposition ces modifications, on devrait voir de nouveau un pipeline se lancer. Et je laisse Laurent prendre la main, je te laisse le partage d'écran. Voilà. Donc là, on va voir tout de suite. On va voir la pipeline de Simon Santé. Pour l'instant, là, vous avez vu que ma pipeline s'est terminée avec succès. Du coup, je vais créer une merge request pour pouvoir fusionner mon code dans le trunk, sur l'application master. Donc là, les bonnes pratiques, c'est d'assigner, de vérifier les modifications avec moi, un autre développeur. Donc là, aujourd'hui, il n'y a que Simon qui va le tester. Donc, je l'ai mis en reviewer. J'ai créé ma merge request. Et du coup, on va pouvoir valider ensemble avec Simon. Donc là, un peu de pair programming pour valider les changements, vérifier les changements ensemble. Donc là, on voit. Donc là, ça fait là, je vais le faire directement sur mon poste, mais on pourra le faire sur d'autres. Alors, on va voir tout ce qui a été modifié lors de cette modification, enfin, de cette Jira, de cette fonctionnalité. Donc là, on pourra la regarder une par une. Donc là, on voit l'ajout d'un nouvel objet, modification d'un autre objet, ça c'est quelque chose. Et ça, c'est des fichiers techniques qui sont liés à notre fonctionnement. Donc là, une fois qu'on a vérifié tout ça. Donc là, moi, je suis d'accord avec le code de Laurent. Donc, j'ai approuvé la merge request, donc la requête de fusion dans la branche principale. Alors, théoriquement, on fait aussi des évaluations de qualité de code. On ne fait pas que vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, on ne se baserait pas non plus uniquement là-dessus. On irait voir mon application, vérifier que c'est propre, etc. Parce qu'on ne voit pas forcément tout ici sur du ClickView, pas du ClickSense. Et il faut que je valide cette merge request. Donc, si tu retournes dans Overview, voilà. Donc là, on voit que Simon Devino approved this merge request just now. Donc, moi, elle a été approuvée. Moi, je l'approuve. Donc, en gros, je dis que je suis content de ce que j'ai fait. Et je vais la fusionner. Donc là, ça va déclencher une pipeline un peu plus longue, où là, on va avoir un peu plus d'étapes. Parce qu'on va refaire nos tests sur l'environnement dev. On va la publier sur l'environnement d'intégration. Et là, parce qu'on a choisi aujourd'hui sur notre pipeline, si jamais les tests de non-régression passent sur le serveur d'intégration, on va les passer directement. On va envoyer l'application en prod. Donc là, par contre, ça va prendre un tout petit peu de temps. Donc, je vais peut-être pouvoir répondre à quelques questions s'il y en a qui ont été posées. Alors, il y a une question effectivement sur les conflits, la gestion des conflits. Donc, c'est une très bonne question. Déjà, la meilleure façon de gérer les conflits dans un projet, c'est d'avoir un périmètre réduit. Comme on l'a dit, plus on va avoir des fonctionnalités petites, moins on a de chances de travailler sur le travail de quelqu'un d'autre en parallèle. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer, lorsqu'on fait notre sprint planning, de travailler sur des fonctionnalités qui sont globalement indépendantes. Et si elles se ressemblent trop, on va éventuellement faire travailler les deux personnes ensemble en pair programming sur les mêmes fonctionnalités. Comme ça, on va éviter les conflits. Après, sur la partie purement technique, je te laisse. Après, ça arrive de temps en temps qu'on travaille sur les mêmes objets d'une feuille. Ce n'est pas une très bonne pratique, mais ça arrive. De temps en temps, on n'a pas le choix. Après, il faut faire un petit peu attention au moment de la fusion de la deuxième branche. La première, normalement, va se passer sans problème. Au niveau de la seconde, une fois qu'on a un peu l'habitude de manipuler le JSON qui est résultante d'un objet qui clique, ça va à peu près. De temps en temps, il y a quelques petites complexités, mais ça fonctionne. Et ce qu'on pourrait imaginer, si jamais on a des conflits, donc notre merge request, globalement, elle va nous dire vous ne pouvez pas merger, vous ne pouvez pas fusionner ce code avec la branche principale parce qu'il y a des conflits. Ce qu'on pourrait, par exemple, faire,
c'est créer une application sample, une nouvelle application à partir des deux branches fusionnées des deux développeurs et travailler sur cette branche pour résoudre les conflits de manière itérative. On pourrait effectivement créer une nouvelle branche, fusionner les travaux de l'une d'un des développeurs sur l'autre et vérifier tout ce qui se passe sur cette branche-là avant de la fusionner dans le master. Là, on est presque au bout. Et voilà, ce qui se passe aussi sur la production, là, une étape, c'est un peu particulier en production, c'est que l'application qui est en visu, qui est en front, est en plus publiée dans l'environnement de production. Donc, elle est publiée sur un stream. Pour ceux que ça parle, c'est juste un endroit où on peut vérifier les droits. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir me connecter dans mon environnement de production. Et là, sur le stream ici, normalement, je devrais trouver mon application avec mes modifications. Donc, c'est bien un environnement différent du premier que tu as montré oui, c'est ça. à la démonstration, au début de la démonstration. Voilà, vous voyez mon nouvel objet qui est présent ici. Donc, cette fonctionnalité a été déployée sans interaction humaine sur l'environnement de production. Donc, on a réussi à répercuter les changements faits dans l'environnement de développement sur la production sans aucune interaction humaine. Alors, pour être un peu plus sur ce qui se passe en prod, en fait, c'est que l'application de front existe deux fois, dans une version non publiée et une version publiée. Ce qui permet de la recharger, éventuellement de passer une batterie de test en prod. Alors, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais on pourrait, si jamais on connaissait un tout petit peu, le passer sur le dataset de prod, faire des tests sur le modèle pour vérifier que dans telle condition, tel indicateur il vaut bien telle valeur, tel indicateur vaut bien telle valeur, faire des tests d'homologation en prod pour, avant de publier, pour vérifier qu'on publie, même en prod, qu'on n'est pas pour être un peu ceinture de tête. Donc là, on voit qu'on a un petit souci sur la pipeline 2. Simon? Oui, j'ai dû encore faire une bêtise. Je pense que l'effet démo du mal à me concentrer. Ton test n'est pas... J'ai pas dû mettre à disposition les changements de nombre de colonnes, bizarrement. Ton test a été mis à jour, mais pas tes modifications. Mais tu n'as pas mis ta modif. J'ai dû oublier de... Donc, voilà, mais on va pas s'appesantir là-dessus. Voilà, on va pas. Mais globalement, ça me dit que mes tests sont toujours pas valides, donc il va falloir que je réitère jusqu'à temps que ma pipeline passe. Voilà. Donc là, pour l'instant, on ne va pas pouvoir soumettre les changements de Simon en prod. Donc la démonstration est terminée. Une autre question, y a-t-il de la documentation disponible pour générer les TNR? Alors, aujourd'hui, les TNR, c'est une application externe qu'on a développée qui permet de les gérer. C'est sous un format si vous voulez rentrer, normalement, il y a une slide plus loin. Si tu prends la main, il y a une slide plus loin qui décrit les TNR. Non, beaucoup plus loin, je crois. Ah, c'est ceux qu'ils ont enlevé. Ouais, je pense que... T'as enlevé les... Donc, non, il n'y a pas de documentation parce que aujourd'hui, c'est du homemade. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste sur des... Postman, c'est un outil standard qui permet de faire des requêtes HTTP, mais effectivement, le framework qui fait la validation de test est un framework Node.js qui va parser l'ensemble du JSON pour valider. Ouais, donc ça, là, vous voyez encore mon écran. Non, c'est l'écran de Pierre. Je vais reprendre la main. Donc là, c'est une application Node.js qui tourne à la fois sur le poste du développeur et sur le runner GitLab. Donc, en gros, la machine virtuelle qui exécute la pipeline. Alors aujourd'hui, on a 4 types de code, 4 types de tests. C'est vérifier qu'une mesure vaut une donnée, vérifier une formule directement. Donc, là, soit on va tester une mesure principale, soit on teste une formule, soit on teste une formule dans un contexte bien particulier. Je vérifie que le max de telle colonne dans tel contexte fonctionne. Et pareil pour une mesure dans un contexte. Ça, c'est quelque chose de homemade, comme l'a dit Simon. Et ça va évoluer, parce qu'aujourd'hui, on peut tester que certaines choses, et c'est essentiellement pour l'instant centré sur le modèle. Ce qu'on rajouterait dans un second temps, c'est des tests au niveau de l'interface, pour vérifier que ce qui est affiché est bien ce qu'on attend, en plus de la formule qui est derrière. Et si ça répond à la question, sinon, est-ce que ça répond à la question?
Écoute, on va considérer que oui. OK. Comme il nous reste peu de temps, on va passer à la conclusion si ça vous va. Il y a quelques limitations dans le POC qu'on aura détaillé dans la présentation qui sera de toute façon mise à disposition. Que retenir de cette démo? Alors, si on prend un petit peu de recul, c'est déjà il y a une démonstration qu'on peut appliquer des principes et les technologies DevOps à une solution de database packagée comme ClickSense. On est capable aussi d'activer des développements en parallèle de plusieurs développeurs sur une même application grâce à la gestion de version. Cette gestion de version, elle permet d'automatiser un certain nombre de choses, notamment des tests qui sécurisent la qualité des développements. Et grâce à ces différents éléments, on est capable aussi de réduire le temps de mise en production, notamment avec la chaîne de CI/CD qui a été présentée juste avant. Donc ça conclut notre petite présentation et notre démonstration. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et on a encore un tout petit peu de temps pour des questions, s'il y en a. Alors si, je sais qu'il y a une question qui intéressait quelqu'un, je ne sais pas s'il est là. Aujourd'hui, en gros, à chaque fois qu'on fait des commits sur le master, on met un numéro de version. Et il serait possible de publier un numéro de version passé en prod. Aujourd'hui, on n'a pas implémenté la pipeline qui permet de le faire, mais c'est quelque chose qui est possible. Merci Laurent. Voilà, donc vous avez un petit sondage qui vous a été proposé pour nous aider à améliorer nos présentations, nos démos et nos témoignages clients. N'hésitez pas à répondre. Et si vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes. Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de s'arrêter là. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci à toutes et à tous.